Chères participantes, chers participants de l'UDA, bonjour, bienvenue. Je suis heureuse de vous proposer un séminaire sur l'actualité et la modernité d'Érasme. Un penseur de la Renaissance, un théologien, mais tellement fondateur de l'humanisme et de notre manière de penser encore actuelle. Que nous soyons croyants ou non, cela n'a à peu près rien à voir. Érasme était théologien, mais il était surtout un des grands premiers esprits critiques sur la pensée de l'Antiquité, la pensée de l'Église, le devenir de l'Église et surtout sur une grande idée de prise en considération de l'importance du fait culturel, de l'importance des enjeux de l'esprit. Je vous propose de découvrir immédiatement un très bref aperçu de ce que je vous propose dans ce séminaire, bien sûr dans le cadre de l'Université des aînés. Notre séminaire, Érasme est très connu dans notre fond culturel en Europe occidentale et pas seulement. Il a vécu quelques mois à Bruxelles pour y trouver des manuscrits importants. Il est un des penseurs majeurs de son temps, mais c'est lui aussi qui a écrit et qui a dit « Saint Socrate, priez pour nous ». Partant du principe que la sagesse et l'intelligence peuvent être antérieures à la révélation et que certains penseurs de l'Antiquité avaient peut-être plus de justesse, plus d'intuition de ce qu'est la sagesse et de ce que serait la révélation que quelques pères de l'Église et de quelques fonctionnaires de l'Église de son temps. Il est né à Rotterdam, il est décédé à Bâle, il a eu un parcours européen au sens large, il parlait, il vivait, il travaillait en latin, la langue universelle des intellectuels de l'époque. Il a été un énorme traducteur des penseurs de l'Antiquité, chrétiens ou non, et des premiers auteurs chrétiens proprement dit. Il a aussi été fondamental pour restituer des stemma, des textes supposés les plus proches des originaux de l'époque, de l'Antiquité, puisque clairement aucun véritable original n'avait pu arriver physiquement, matériellement, jusqu'à son époque. Et en cela, il va lancer véritablement cet esprit d'herméneutique et cet esprit de travail, de comparaison de textes. C'est un peu aussi une des conséquences de la chute de Constantinople et de l'arrivée massive de versions constantinopolitaines des suites, des copies des auteurs de l'Antiquité. Cela étant posé, Érasme va tenter quelque chose d'encore plus énorme en termes de travail, de difficulté et d'audace pour son époque. Il le dit lui-même, au prix de ses nuits et de ses veilles, il va produire une toute nouvelle publication du Nouveau Testament qu'il va restituer en grec, la langue originale de l'écriture des évangélistes, mais ce sera aussi, voilà, très belle mise en page évidemment, ce sera aussi l'occasion d'éclairer toutes les divergences avec le texte de la Vulgate, donc le Nouveau Testament en latin, qui n'est qu'une des versions. Et en cela, Érasme va fournir les bases pour refonder les valeurs et le fonctionnement de l'Église. Les évangélistes ont écrit en grec parce que c'était la langue qui contenait pour l'époque le plus de concepts philosophiques et théologiques, et le latin, qui est une langue, on va dire, un rien plus matérialiste, a été la langue de la traduction qui a fait toute la pensée chrétienne en Occident à partir de cette traduction. Érasme veut remonter consciemment aux sources. Et pour cela, il va notamment apprendre l'hébreu pour être sûr de tenter de se rapprocher de ce qui a pu être le vécu de Jésus, le vécu de ces premiers écrivains qui ont peut-être écrit en grec, mais qui ont souvent vécu dans la langue de Jésus. Martin Luther voudra aussi aller plus loin dans la même démarche en écrivant sa propre traduction du Nouveau Testament et de la Bible en général, mais en allemand. Érasme et Luther vont énormément correspondre, mais Luther
au sens d'Erasme, va trop loin. Pour Erasme, les langues vernaculaires européennes ne sont pas mûres, n'ont pas assez de concepts philosophiques et théologiques pour oser traduire les textes fondateurs de la chrétienté. Et Erasme, plus que tout, voudra éviter un schisme au sein de l'Église, partant du principe que c'est complètement néfaste et dévastateur pour tous. Il pressentait les guerres de religion, il a toujours voulu que l'Église se réforme de l'intérieur, trouve sa force personnelle dans son trésor, plutôt que de rompre, plutôt que de brûler tout ce qui était un acquis peut-être déviant, mais plutôt que de faire table rase. Il va rester toute sa vie au sein de l'Église. Il dit lui-même qu'il n'a prononcé que quelques messes dans l'ensemble de sa vie. Il est beaucoup plus utile à justement créer de l'écrit, créer de la pensée, c'est clair. Le Vatican va même lui proposer de devenir cardinal. Néanmoins, Erasme va refuser pour être sûr de rester indépendant d'esprit, tout en restant au sein de l'Église et surtout éviter les charges administratives de l'emploi. Il va être professeur aux universités de Louvain, où il va participer à la fondation du Collège des trois langues. Alors, les trois langues, c'est quand même le grec, l'hébreu et le latin. Professeur à l'université de Bâle, à Cambridge, et j'en passe plusieurs autres. Il a beaucoup voyagé, à Rome notamment, et toujours, toute sa vie, il prônera le refus de la valorisation de la souffrance. Il plaidera pour la joie, pour un certain épicurisme, pour un véritable hédonisme du chrétien, tout en restant un bon chrétien. Il ne va pas se faire que des amis en disant cela, mais pour lui, la pensée est tellement belle, l'art de penser est tellement complet qu'il faut bien sûr le vivre, l'habiter, l'assumer sans les restrictions de la souffrance, du misérabilisme qui étaient parfois considérés comme de grandes vertus de son temps. Ça ne vous dit rien? On en reparlera. Il était l'ami de Thomas More, le chancelier Thomas More, qui était un proche d'Henri VIII, qui malheureusement va être décapité à la Tour de Londres par fidélité, justement, à sa fonction première, et parce qu'il refuse d'entériner quelques caprices du roi Henri VIII. Thomas More, que nous connaissons par son œuvre, qui n'est pas son travail le plus fondamental, mais qui est celui qui nous nourrit le plus intellectuellement actuellement, son utopie, sa création d'un monde imaginaire, mais rassemblant toutes les vertus que Thomas More prône pour ses contemporains et leurs descendants. C'est en hommage à Thomas More que Erasme va écrire un tout petit livre absolument formidablement drôle qui est L'éloge de la folie, faisant un jeu de mots justement sur le fait qu'en grec, la folie se dit moria, et donc cet éloge de la folie est aussi un éloge à Thomas More et sa folie absolue d'oser par courage intellectuel s'opposer au roi d'Angleterre et sa folie absolue intellectuelle de concevoir un monde utopique sans lieu précis, mais où seraient rassemblées toutes les visions modernes de l'humanité et de la pensée. Erasme est aussi le grand ami des éditeurs Froben à Bâle, chez qui il a beaucoup publié. Il est également conseiller précepteur du duc Henri de Bourgogne, pour qui il va écrire ce ravissant petit opuscule « La civilité puérile », le premier vrai traité de bonne manière destiné à un enfant. Et je trouve extrêmement touchant, il termine en disant à son pupille, Henri de Bourgogne, « Toi, de toute façon, tu es duc. La bonne société, le bon goût, tu es né dedans. Voilà, tu n'as pas vraiment besoin de ce petit livre. Mais offre-le à tes amis qui n'ont peut-être pas cette chance d'être nés à la cour, mais qui ont toutes les capacités intellectuelles pour faire un vrai chemin, une véritable ascension sociale grâce à leur intelligence, grâce à leur pensée. Et ce serait trop dommage qu'ils loupent leur ascension sociale à cause de petits problèmes de comportement, de maintien, de bonne éducation. On sent qu'il parle aussi de son propre cheminement, de son propre parcours. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'il termine cette civilité puérile en disant à Henri de Bourgogne,
offre ce petit livre à tes amis qui ne sont pas nés dans le même milieu que toi, ça peut leur rendre service, mais encore, même toi, si tu faisais la pire des bourdes, la gaffe monumentale, dis-toi bien que ça ne te nuira pas parce que certains courtisans, la majorité des courtisans, trouveront toujours le moyen de te sortir de ce mauvais pas en disant « Oh, mais c'est absolument formidable, c'est divin, quel talent !» et ils se mettront à t'imiter. Donc, quand on est bien né, quoi que l'on fasse, on peut être imité, mais tout le monde n'a pas ce donné de départ. Ça vous parle? On en reparlera dans le séminaire. Donc moi, je vous propose une biographie, bien sûr, la base, de l'approche de la vie et l'œuvre d'Erasme, une biographie, mais dans son contexte historique, son contexte politique, religieux, intellectuel. C'est un monde extrêmement dense et foisonnant, extrêmement intéressant. Bien sûr, parce qu'il n'y a rien de plus fondamental, je vous propose des extraits de ces textes, en français, promis, pas en latin, et évidemment, tous les ouvrages, vous pouvez vous-même aller beaucoup plus loin, les découvrir, acheter les intégrales de ces textes, bien sûr, des extraits de textes de ses correspondants, parce qu'Erasme a écrit des centaines, des milliers de lettres, et évidemment, les échanges sont extrêmement nourrissants pour situer l'évolution de sa pensée, les arguments de ses amis, de ses opposants. Cela constituera 16 heures de séminaire, enregistrées sur Zoom, 2 heures par semaine, que vous avez 3 semaines pour visionner calmement. Et puis, nous clôturerons le séminaire par 1 heure, toujours sur Zoom et toujours enregistré, mais en direct, où je vous laisse la parole pour échanger, partager, écouter vos questions, en débattre ensemble. Vos apports, vos témoignages sont évidemment les bienvenus. Ce sera l'heure justement pour nous rencontrer virtuellement, mais quand même partager une forme de conclusion à ce séminaire. Et alors, en vrai de vrai, je vous invite à une visite de la maison d'Erasme à Anderlecht, ce très beau musée, le seul musée au monde intégralement dédié à Erasme, avec beaucoup de textes, une ambiance, véritablement beaucoup de faits à propos de ces livres, comme des livres caviardés, des xylographies, etc. Gardons aussi à l'esprit qu'Erasme n'y a vécu que quelques mois, en 1521, mais quelques mois apaisants et bienfaisants dans sa vie. Il allait rendre visite à son ami, le chanoine responsable de l'église Saint-Guidon, juste à 2 pas, et c'était des vacances pour Erasme à l'époque où Anderlecht était quand même un tout petit village rural. Et Erasme n'a fait qu'un petit arrêt de quelques mois là à Anderlecht, et puis il est reparti par Mont, par Vaud, à travers toute l'Europe. Après, on s'étonnera moins qu'il soit le grand patron, le saint patron, si vous le voulez, du programme Erasmus, le programme d'échange culturel des étudiants en Europe. Après chaque rencontre de 2 heures, je vous donne évidemment des suggestions de lecture, de visites, de vidéos complémentaires, tout ce qui peut vous permettre de vous approprier encore davantage le sujet. Et ce séminaire, je le conçois pour vous, mais bien sûr, toujours, je tiens compte de vos questions, de vos doutes, pas seulement pour la 17e heure. Nous en parlerons au fur et à mesure, je les intégrerai au fur et à mesure. Alors, je vous dis à bientôt, parce que je suis heureuse de bientôt partager ce sujet avec vous. Au revoir.